Bien, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à Pêche-Merle pour cette nouvelle conférence où nous allons parler ce soir d'actualité de la recherche dans la région et en particulier dans le nord du Lot. Alors, on est maintenant en 2025, on termine le premier quart du 21e siècle et pour ceux qui s'intéressent à la préhistoire, depuis une bonne vingtaine d'années, peut-être même 25 ans, il y a beaucoup de centenaires qui s'enchaînent. Nous-mêmes, on a fêté le centenaire de la découverte des peintures de Pêche-Merle, c'était en 2022. Et puis, il y a eu le centenaire de la création du Musée national de la préhistoire, c'était en 2023. Et puis, il y a quantité de grottes ornées également qui ont été découvertes au début du XXe siècle. Donc, on célèbre comme ça des centenaires. Alors, je dis ça parce que le site dont nous allons parler ce soir, l'Abri Mallory, a été découvert en 1924. Donc, ce centenaire, c'était l'an passé. Et c'est cette année-là que s'est terminé les fouilles qu'ont menées Véronique Larolandi et Mathieu Langlais, dont ils vont nous parler ce soir. Mais ce site de l'Abri Mallory, donc dans la vallée de l'Alzou, juste à côté de Rocamadour, sur la commune de Rocamadour, se trouve vraiment à proximité d'un autre site qui s'appelle l'Abri Murat, qui lui a été découvert en 1914. On n'a pas célébré son centenaire en 2014, on aurait pu. C'est un site qui est très intéressant et il a livré notamment beaucoup de mobilier, d'art mobilier, c'est-à-dire de plaquettes gravées avec des dessins, des gravures. Et il se trouve que ce site est complémentaire d'un point de vue chronologique au site de l'Abri Larolandi qu'ont étudié Mathieu et Véronique. Et donc c'est la juxtaposition en fait et la proximité de ces deux sites qui permet d'avoir maintenant une bonne connaissance de la fin du Paléolithique, donc grosso modo entre 15 000 et 12 000 ans. Donc ça correspond à la fin de la période glaciaire. Et on voit à travers les occupations qu'il y a sur ces deux sites, 3 000 ans, donc, où les populations de la région se sont adaptées à ce réchauffement climatique qui suivait la fin de la dernière glaciation. Alors c'est un réchauffement qui est progressif, qui se déroule sur 3 millénaires, au moins 3 millénaires, et ce n'est pas le réchauffement que l'on vit actuellement, et qui se passe en l'espace de 1 ou 2 générations. Bref, c'était un petit aparté, mais voilà. Donc nous avons le plaisir d'accueillir donc Véronique Larolandi et Mathieu Langlais, tous deux chercheurs à l'université de Bordeaux et qui ont fait la route spécialement pour nous ce soir pour nous présenter le résultat de leurs fouilles. Ils viennent de terminer donc l'an dernier 7 années de recherche, 7 années de fouilles, et sur la fiche qui était présentée avant, on les voyait, on présentait tout à l'heure au fond du trou, c'est-à-dire dans la fouille archéologique qui a été menée ces 7 dernières années. Et donc voilà, on a le plaisir de les accueillir pour qu'ils nous racontent un petit peu leurs travaux et leurs découvertes de ces dernières années. C'est à vous. Merci pour cette présentation. Et j'allais compléter cette présentation en disant qu'on allait être encore un peu plus généreux et présenter les travaux que l'on a fait juste à côté de l'Abri aussi Mallory et Peyrazé. Et Murat, c'est la grotte de Peyrazé, et également on parlera un petit peu de Combeculier. Comme ça vous aurez une vision un peu plus large de ce que l'on a fait dans la région, sachant que c'est à peu près toute la même chronologie de la fin des temps glaciaires. Et je vais faire une introduction. Tu veux t'asseoir? Je vais mettre Alors. Je vais faire une introduction pour vous rappeler un petit peu des questions de chronologie. La fin des temps glaciaires, nous souvent on appelle ça le tardiglaciaire, et en gros, selon comment on le prend, c'est entre 18 000 et 11 700 années avant aujourd'hui. Donc ça se situe avant le réchauffement climatique de l'Holocène, celui dans lequel on est depuis à peu près donc 12 000 ans. Alors, on va voir quand est-ce que ça se passe, comment on le sait, et pourquoi, et quels sont les différents facteurs en fait de ces changements climatiques. Je vais aller très vite, mais je trouve important aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, d'essayer d'ancrer ça par rapport à des problématiques actuelles, notamment parce que vous entendez tous les jours parler de réchauffement climatique et on ne sait pas forcément comment ça se place par rapport à l'histoire longue. Donc je vais vous faire d'abord une présentation de ces idées. Alors ça, j'ai remis ici une échelle géologique et vous voyez que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment un temps minuscule de la vie sur Terre. Vous voyez, c'est au niveau de la flèche rouge là, et
Voilà. Nous, on parle de cette transition qui est là. Donc ça représente un temps vraiment, je ne vais pas dire ridiculeusement petit, mais presque, par rapport à tout ça. Alors comment et avec quoi on reconstitue les climats et les environnements? Alors on a différentes, ce que l'on appelle des archives du passé. Ça peut être les carottes glaciaires, les différentes moraines, donc les dépôts qui se posent au fond sur le bord des glaciers. On peut également utiliser les spéléothèmes et les restes végétaux, les pollens notamment, et les restes animaux. Et on utilise également le principe d'actualisme, c'est-à-dire qu'on utilise les données que l'on voit aujourd'hui sur des espèces vivantes et que l'on transfère au passé. Et alors, pourquoi le climat de la Terre a-t-il changé? C'est avant l'intervention des humains aujourd'hui, ces dernières décennies. C'est en fait des facteurs complètement naturels, et notamment des cycles orbitaux qui induisent des grandes variations au sein des climats. Le soleil également, notamment la luminosité peut également avoir une influence, bien qu'elle soit plus faible que les autres paramètres orbitaux. Et il peut y avoir également le volcanisme et la tectonique qui vont avoir une influence qui peut être assez forte, mais qui en général ne dure pas dans le temps. Donc ça, c'est des facteurs, on va dire, naturels. Vous avez ici une espèce de frise, alors elle est un peu complexe, et je vous ai mis ici attention, car l'échelle de temps n'est pas linéaire. C'est-à-dire que là, c'est très compressé, et plus on va vers là, moins c'est compressé. Donc, si j'avais voulu le représenter à une échelle réelle, il aurait fallu que la diapositive fasse largement le tour de la salle. Okay, donc, vous voyez qu'ici, il y a eu des changements climatiques, effectivement, des grandes variations tout au long du cycle de la Terre. Et ici, nous, on va s'adresser aujourd'hui à cette période. Vous avez ici l'apparition de la lignée humaine, et là, l'apparition à peu près vers 200 000, 300 000 ans d'Homo sapiens. Donc, Homo sapiens, en fait, n'a jamais vraiment connu des températures comme on a aujourd'hui. Faut on est adapté à des températures plus froides. C'est-à-dire, ce qui va nous arriver, peut-être, on n'en a jamais connu, voilà, en tant qu'espèce. Si je fais un petit zoom sur la période qui nous intéresse ici, donc nous on va parler entre en gros 18 000 ans et 12 000 ans, cette période, en fait il y a eu une augmentation au niveau de la planète de 7 degrés en 8 000 ans à peu près. Donc les groupes humains dont on va vous parler, les Magdaléniens, les Asiliens, les Laboriens, eux ils ont traversé en fait cette augmentation entre donc sur 8000 ans, ça fait à peu près un peu moins d'1 degré pour 1000 ans. Et là, si je fais juste un zoom sur aujourd'hui, on est là. Là, aujourd'hui, vous voyez, on a une augmentation qui est vraiment super rapide. Et vous savez qu'en 2024, on a eu le triste record de 1,5 degré de plus par rapport à donc une période beaucoup plus stable et où ces températures-là n'ont jamais été atteintes avant. Alors, si au cours du dernier maximum glaciaire, en fait, l'environnement était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez ici, vous reconnaissez l'Europe. Et il y avait des grands glaciers qui recouvraient donc une partie du continent. Si je fais un zoom ici, voilà, du Larsen. Vous voyez qu'ici, le nord de l'Europe, hein, il y avait des glaciers, il y a 22 000 ans au maximum glaciaire, des glaciers qui pouvaient faire plus d'1 kilomètre d'épaisseur. Et donc c'était vraiment très différent de la situation que vous connaissez aujourd'hui. Les côtes également étaient plus éloignées. La Manche n'était pas ouverte à l'époque, c'était un fleuve. Alors le climat, vous le savez, il influence la répartition des êtres vivants. Et donc lorsque le climat change, la répartition des êtres vivants change également. Et on retourne ici à la frise chronologique présentée au début.
où vous voyez ici le magdalénien, l'asilien, le laborien. Donc ce sont des cultures qui se sont succédées et dont on va vous parler vraiment ce soir, notamment Mathieu. Et le renne, qui vivait dans la région, lui disparaît il y a à peu près 14 000 ans. Ça vous étonne peut-être qu'il y ait du renne dans la région, vous le savez peut-être déjà, mais il y avait du renne, il y avait des antilopes saïga aussi, il y avait des chouettes arfans, des lagopèdes, qui ont tous disparu lors du réchauffement climatique. Et je crois que là, c'est à toi. Allez. Merci. Bien. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais poursuivre un petit peu la présentation. On va zoomer progressivement au sein de ce Haut-Quercy, avec l'ensemble Dordogne, Wyss, Alzou. Donc vous avez à gauche une carte un peu resserrée, où vous voyez au nord, au niveau du bassin de la Dordogne, donc une concentration de sites. Ah oui, voilà, ici. Et donc, pour ce qui est de la Dordogne, avec une concentration de sites du Tardive glaciaire, et ici, donc, la vallée de l'Ouïs et de l'Alzou, avec les sites dont on vous parlera tout à l'heure, l'abri Mallory, l'abri Pagès et l'abri Murat. Et puis ici, donc, c'est un relevé lidar d'un segment de la vallée de l'Alzou qui en fait nous montre tous les reliefs de manière assez précise et nous permet, nous, de réaliser après des plans topographiques plus précis. Et donc où on voit les différents méandres les anciens méandres de l'Alzou. Et c'est donc dans cette vallée, donc à cette confluence là avec une des combes, aujourd'hui vallée sèche, qu'on a pu travailler sur l'abri Mallory et son voisin, l'abri Murat. Mais avant effectivement de s'engager dans la vallée de l'Alzou, on va rester un petit instant au bord de la Dordogne, dans le Haut-Quercy, en l'occurrence sur la commune de La Cave, où on a un site assez essentiel pour la chronologie du Magdalénien. Donc il nous semblait assez important d'en dire quelques mots aujourd'hui. Donc c'est un site qui a été fouillé depuis, vous voyez, dès le début du XXe siècle. Il a eu différents fouilleurs, mais c'est notamment les travaux dirigés par Armand Viré à partir de 1907 qui ont créé l'essentiel de on va dire, la première grosse collection archéologique de la Crozo Gentillo ou grotte de Combeculier. Et alors vous avez d'ailleurs à gauche une image prise par Armand Viré des fouilles à l'époque. Et puis la deuxième collection, elle résulte des fouilles réalisées entre la fin des années 60 et le milieu des années 70 par Jean-François Fliss, qui a repris une opération d'ampleur avec des méthodologies de l'époque, et donc qui nous a permis d'étudier toute cette séquence assez incroyable, puisque Combeculier livre en fait l'ensemble de la chronologie du Magdalénien. Vous avez ici en fait une série de datations radiocarbone réalisées sur différentes espèces. Donc chaque petite image correspond à l'espèce qui a été datée. Alors ici en l'occurrence c'est un bois de cerf et un bois de cervidé. Et puis donc vous avez la chronologie ici. On est en milliers d'années, donc il y a 21 000 ans, 20 000 ans, etc. jusqu'à 14 000 ans. Et vous avez donc les différentes unités archéostratigraphiques qu'on a pu redéfinir à partir des projections issues des fouilles du matériel issu des fouilles de Jean-François Fliss, pardon. Et puis vous voyez chaque petite couleur, eh bien c'est un ensemble archéostratigraphique différent. Donc première chose, c'est suffisamment exceptionnel pour le dire, c'est qu'on a une extrême cohérence archéostratigraphique avec les datations. Et puis surtout, on a pu remettre au jour, j'ai envie de dire, une séquence complète. Alors on verra, il y a quelques lacunes dans certains segments, mais c'est suffisamment importante pour vous la présenter rapidement aujourd'hui. Alors voilà des exemples du matériel archéologique de Combeculier, avec ici une série d'objets en silex à gauche, réalisés. Alors là, c'est
des objets qui viennent du Magdalénien supérieur ancien, mais qui ont été réalisés à partir de silex de Haute-Saintonge, notamment dit le fameux silex de Grain de Mille qui vient de Charente. Donc c'est un silex qui a été importé sous la forme de volume jusque dans le Lot, et puis débité sur place pour réaliser donc tout un outillage, qu'il s'agisse de grattoirs, là ces objets avec un front assez arrondi, notamment, souvent utilisé pour travailler les peaux, ou des burins, notamment servant à travailler les matières dures animales. Et puis, vous voyez ici des pièces allongées, on va parler de lamelles ou de lames en silex, retouchées latéralement et utilisées, on le verra tout à l'heure, fréquemment en éléments de couteau ou en armes de chasse. En l'occurrence, on a des exemples ici de ces fameuses petites lamelles. Donc c'est lamelles au sens de petites lames en silex qui sont retouchées. Vous voyez les petits éléments que vous voyez ici, c'est de toutes petites retouches réalisées souvent en compression, avec le silex dans la main. Et puis ça permet de façonner, de donner une morphologie recherchée à ces objets, qui était donc assez standardisée pour être ensuite, alors ici, il s'agit ici d'une image d'un exemplaire expérimental, avec une pointe en bois de cervidé et deux exemples de lamelles, vous voyez, emmanchées latéralement. Donc le but étant de dégager du tranchant en silex pour augmenter le pouvoir dilacérant de l'arme au moment où elle pénètre dans l'animal et donc augmenter au maximum le saignement pour limiter la recherche du gibier. Ici quelques exemples, toujours à Combeculier, d'industrie osseuse, donc étudiés par Jean-Marc Pétillon, un collègue de Toulouse, avec différents objets, notamment des éléments en bois de cervidé, qui sont des éléments de saguet, donc plutôt des armes de chasse, mais également des objets un peu plus de la vie domestique, et puis d'autres objets pour le coup qui non seulement ont pu jouer un rôle fonctionnel, mais en tout cas aussi ont été les supports de représentation graphique, en l'occurrence ici, vous voyez, de différents décors un peu géométriques. Puis ici, il s'agit de déchets de débitage où on a les indices de ces fameuses techniques d'extraction de ces baguettes pour en faire des pointes de saguet. Autre exemple comme ça d'objet, il s'agit ici d'un petit galet qui a été utilisé en petit retouchoir pour retoucher notamment des silex. On a des éléments de strie, on a des plages de percussion. Et puis cet objet, il a également été perforé, porté et abandonné sans doute suite à la cassure. Mais donc on peut ici retrouver un élément intéressant qui peut être expliqué par le caractère nomade de ces groupes, et quand on avait un retouchoir qui nous plaisait bien, on pouvait effectivement, il pouvait nous accompagner tout au long de nos pérégrinations, et en l'occurrence la perforation peut être un élément expliquant son accroche. On remonte la vallée de la Dordogne et puis on va aussi remonter dans la chronologie vers le plus récent avec les fouilles qu'on a pu mener avec Véronique entre 2008 et 2016 sur le site de Peyrazet. On est sur la commune de Creys. Donc c'était un site qui était connu grâce à un petit sondage qu'avait réalisé Pierre Chalard au début des années 90 et qui avait mis au jour des restes de rennes notamment, et puis une industrie qu'il attribuait au Magdalénien supérieur. Donc on a repris l'opération en 2008. Donc vous voyez ce site, donc là on a effectivement la vallée de la Dordogne, et puis sur les contreforts, je ne sais pas si vous connaissez notamment le célèbre village de Gluge, avec sa célèbre église dans les troglodytes là-haut. C'est juste dans cette petite vallée pleine alluviale. Et puis, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous dire juste après, vous avez la monographie est désormais disponible gratuitement en ligne. Donc, l'ouvrage qu'on a pu publier en 2021 est aujourd'hui ouvert à tous. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a pu mettre au jour une séquence stratigraphique avec, en gros, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, un ensemble très dense attribué au Magdalénien, un lambeau de niveau à l'interface asilien, mais qu'on considère vraiment comme un lambeau fantomisé, mélangé. Et puis en haut, les deux couleurs en haut qui représentent un niveau de concentration et cette dilatation d'un niveau du laborien. Donc la séquence magdalénien supérieur, asilien ici fantomatique, mais on va le voir tout à l'heure, on a bien plus beaux exemples dans l'Alzou, et puis le laborien. Donc voilà rapidement quelques exemples avec ici deux couteaux en grande lame de silex utilisés pour couper la peau sèche
Ici, une photo d'éléments micropaléontologiques issus du travail de pétroarchéologie qui permet de donner l'origine des silex, l'origine géologique, donc l'origine géographique, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis donc découpe de peau sèche, mais également exploitation d'un animal dominant, le renne, avec notamment une surreprésentation des bas de pattes et notamment des phalanges, et qu'on peut du coup potentiellement expliquer par un scénario en croisant l'ensemble des registres, c'est-à-dire l'industrie lithique qui marque beaucoup d'outils ayant travaillé les peaux, la surdominance du renne avec une surreprésentation de phalanges, toute une industrie osseuse visant notamment à réaliser sur place des aiguilles à chat et des instruments de couture, et une série d'incisifs de rennes sciés et de chamois, avec, donc vous avez ici d'ailleurs le comparatif entre Peyrazet en haut et Conculi en bas. Et donc voici ici des exemples ethnographiques des exemples de montage qui pouvaient être envisagés sur ces types d'incisifs sciés, gardés dans le tissu gingival séché et portés, vous voyez, par ces décors. Alors donc maintenant qu'on a vu un petit peu les découvertes récentes, en tout cas les reprises ou les réévaluations de matériel et ce qu'on a pu observer dans la vallée de la Dordogne, on va remonter la vallée de l'Ouïs et jusqu'à remonter l'Alzou vous voyez, donc à cette petite vallée, donc le cours actuel est ici, on a un ancien méandre ici, et là vous avez la combe sèche dont je vous parlais tout à l'heure, et à la confluence, donc on a ici l'abri Mallory, dont vous parlera Véronique tout à l'heure, et l'abri Murat, dont je vais vous parler dans un instant. L'abri Murat, donc comme l'a dit Bertrand, c'est une découverte en 1914 assez exceptionnelle pour la petite histoire. Donc l'abbé Lémosy passait en vélo tous les jours devant le site, et puis il était passionné de préhistoire et d'archéologie en général, et en effectuant on pourrait dire pour l'époque, en tout cas ce qu'on peut considérer comme un petit sondage, a découvert assez rapidement l'importance archéologique de ce site. Il est revenu quelques jours après et a découvert très rapidement un galet gravé. Donc c'est un site qui l'a fortement marqué dans toute sa carrière, Pechmerle aussi évidemment, mais l'abri Murat a vraiment compté aussi dans sa manière de voir la préhistoire. Et finalement, dans les années 80, Michel Laure Blanchet reprend un peu le flambeau de l'abri Murat en effectuant une fouille fine dans un autre secteur. Et c'est justement le matériel issu, dans un premier temps, on a repris le matériel fouillé par Michel Laure Blanchet, puisqu'il nous permettait d'avoir des données, notamment spatiales, plus fines pour réfléchir sur la stratigraphie. Et donc là, c'est un petit coup de pub pour vous dire que la monographie, cette fois-ci de l'abri Murat, elle va sortir en juin 2025, tout bientôt, et également dans la même collection Gallia Préhistoire. Alors l'abri Murat, c'est une séquence du Tardiglaciaire, clairement de référence. De référence pourquoi? Parce qu'elle n'est pas si longue que Conculier, mais elle a l'avantage dans son cadre resserré, puisque vous voyez, elle brasse entre 16 000 ans et à peu près 13 000 ans. Elle a une dilatation des occupations, avec notamment des petites phases rarement documentées dans la région, comme l'Asilien ancien, on verra tout à l'heure, et qui permettent vraiment de réfléchir au rythme de transformation de ces sociétés humaines face, ou en tout cas parallèlement au remplacement des faunes glaciaires dont vous a parlé Véronique tout à l'heure. Donc si on part des occupations les plus anciennes, en l'occurrence pour le magdalénien récent, vous allez reconnaître assez rapidement finalement ce que je vous présentais très vite à Conculier tout à l'heure, c'est-à-dire une industrie sur lame, vous voyez, assez normalisée, avec notamment ici ces fameux burins. Ici, c'est grattoir, des lames également retouchées, lames vraisemblablement à utiliser comme couteau, on va dire en intention première, et puis ensuite transformées ou recyclées en outils d'extrémité. Et puis une production ici de petites lamelles retouchées, comme vous avez vu tout à l'heure, avec cette petite retouche latérale qui permet d'avoir un bord rectiligne et épais, et de faciliter l'encollage, et puis opposé à un tranchant brut qui dégagera un pouvoir dilacérant.
Et là, juste pour l'anecdote, qui est une simple anecdote, mais qui est révélatrice aussi de l'économie de ces groupes, c'est que Michel Lamblanchet avait mis au jour un lot de 98 lamelles, qu'elles soient comme ici un échantillon brut ou retouché, dans un tout petit secteur, très concentré sur quelques centimètres carrés, et donc l'hypothèse d'une petite réserve, d'une cache, ou en tout cas d'une bourse remplie de ces objets oubliés ou cachés pour une réserve, souligne en tout cas un caractère économique intéressant pour ces groupes qui viennent de s'installer en Quercy et qui arrivent déjà fortement chargés en silex de l'extérieur. Donc le Magdalénien de l'abri Muraille, il s'agit d'épisodes marqués notamment par la chasse de nombreux rennes. Donc notamment dans cette couche 5 avec une dizaine d'individus. On a également les témoignages d'une industrie osseuse et de quelques éléments en pointe barbelée en bois de cervidé. Donc c'est une industrie qui est relativement pauvre par rapport à ce qu'on peut connaître par exemple du Magdalénien classique, mais le peu est suffisamment révélateur ici pour tisser des liens assez rapidement avec les sites contemporains. Quelques craches perforées également de cerfs. Vous voyez, donc c'est des dents de cerf qui sont perforées et pour être suspendues. Voilà. Également des coquillages marins, c'est le travail notamment de Solange Rigaud, avec donc différentes espèces, donc différentes usures aussi, des usures, des facettes qui sont liées également soit au frottement technologique, soit à la tribologie, c'est-à-dire au fait d'avoir été porté. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des stigmates de fabrication. Donc voilà un petit peu pour brosser rapidement un portrait à ce Magdalénien récent. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'un niveau qui a un grand intérêt pour la compréhension de l'évolution de ces communautés du Tardiglaciaire, c'est l'Asilien ancien. Alors c'est un faciès qui a déjà été connu dans le Quercy, je pense notamment il a été documenté par Sironie Vivien à Pégourier, mais là en l'occurrence on avait l'occasion d'avoir quelque chose, en tout cas un ensemble archéologique qui bénéficiait d'une très bonne conservation. Et cet Asilien ancien, il se marque notamment par deux objets phares, on pourrait dire. Une pointe, vous voyez ici, alors on parle de bipointe, puisque c'est en fait on va dire une lame en silex qui est complètement retouchée, un peu comme les lamelles à dos du Magdalénien que vous voyez tout à l'heure, sauf qu'ici elle dégage deux pointes en faisant, vous voyez, un dos très courbe. Et l'hypothèse d'emmanchement que j'emprunte ici à Hugues Plisson au Bois-Ragot, mais qui a le mérite d'être testé, en tout cas sur les éléments grâce à la tracéologie, donc qui serait en fait, vous voyez, ce type d'emmanchement qui permettrait une pointe et un tranchant et une rétention. Et puis à droite, les couteaux, des couteaux de l'Asilien ancien, qui sont ces grandes lames à retouche rasante, souvent munies d'une petite troncature concave à l'une des deux extrémités. Voilà, c'est vraiment les deux objets, les parangons de l'Asilien ancien. Les couteaux, ils ont été étudiés par Jérémy Jacquier en tracéologie, et là donc on est rentré dans une biographie d'objets extrêmement complexe, puisque ces objets ont une très longue durée de vie. Alors souvent à Murat, il s'agit de lames importées, donc déjà ça veut dire qu'elles ont été produites ailleurs et apportées sur le site. Elles ont une première utilisation qui est notamment le bord brut, qui va être utilisé comme couteau de boucherie. On a des stigmates de boucherie quand les bords ne sont pas repris par la retouche, et à l'intérieur des lignes de retouche qui correspondent à des raffutages, c'est vraiment une manière de raffuter les tranchants, et notamment au niveau des extrémités, souvent ici, là on va trouver des éléments de travail des peaux. Et l'hypothèse de notre collègue, qui est assez convaincante par ces éléments de tracéologie, c'est qu'en fait les troncatures servent en fait à dégager des pointes, puisque la zone de travail la plus finement investie pour le travail des peaux, c'est ici à la jonction entre la pointe voilà. Et parfois, on a des exemples où ces objets sont recyclés en grattoir ou en burin. Donc vous voyez des biographies d'objets extrêmement longues, des objets sur lesquels on investit et sur lesquels finalement le préhistorien peut également tirer des éléments de réflexion, comme cet autre objet que je mets en lien parce que notamment il y a un soin de la retouche qui rappelle ce soin assez important, et donc je le soulève dès maintenant puisqu'après on va essayer de réfléchir à comment on pouvait réaliser ces retouches. Donc vous voyez des retouches très très fines sur ce grattoir qui est un éclat cortical en silex,
et qui a été, vous voyez, complètement bardé de stries, comme dans un décor géométrique, hein, avec un quadrillage presque, et puis eh bien, à l'intérieur, Patrick Payet relève un profil animal enchevêtré à l'intérieur de ses traits et qui sont un peu surcreusés d'ailleurs par rapport au reste. En tout cas, c'est une hypothèse de travail qui est intéressante puisque c'est un outil en pierre décoré. Cet outil, effectivement en pierre, qui, d'après les travaux de Jérémy Jacqui en tracéologie, ont montré qu'il avait servi à travailler les peaux selon une gestion circulaire, c'est-à-dire qu'on utilise ce tranchant-là, on le ravive, on utilise ce tranchant-là, donc avec différents segments de séquences, donc peut-être une pièce qui tournait dans le manche. L'Asilien ancien, il s'agit cette fois-ci de chasse au cheval, hein, il n'y a plus de rennes, donc vraisemblablement une succession d'épisodes de chasse au cheval à différentes saisons. Et puis, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, un des éléments qui marquent l'Asilien, oui, en l'occurrence la Brémura, et qui déjà était quasiment à sa genèse, hein, puisque lors de cette découverte en 1914, l'hémosie très vite tombe sur un galet, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure. Et donc ces galets gravés avec des gravures figuratives étudiées hein, par Michel Laure-Blanchet puis par Patrick Payet, Elena Payet aussi. Et donc c'est des petits galets, en calcaire de l'Alzou qui sont effectivement assez plats, assez petits hein, finalement, vous voyez l'échelle 5 cm, et puis décorés sur une face ou deux faces selon les galets, on va voir. Mais l'intérêt pour nous était qu'en plus ces objets ont été complètement utilisés notamment en percuteur ou en petits retouchoirs, et en retouchoir qui pourrait, on le verra tout à l'heure, être mis en système technique avec les objets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà la fameuse biche de la découverte, hein, biche à la tête tournée, biche dolente, selon les phases d'interprétation de la Vélémosie avant ou après la guerre. Et même chose, certaines extrémités des galets sont repris en petits retouchoirs. Oui, celle-là, donc ça, il s'agit d'un tout petit fragment, hein, un fragment en calcaire, et avec un arrière-train très réaliste hein, de cervidés, et des plages de percussion qui soulignent en tout cas des percussions avec un geste particulier, puisqu'on a les impressions de percussion en retrait du bord, et en revanche sur le bord, des séries de stries perpendiculaires au bord qui signent des frottements. Donc on a l'impression de percussion-frottement, ce qui va bien avec un geste tangentiel, avec un geste rasant, qui pourrait aller vers la réalisation des fameuses retouches sur les couteaux qu'on voyait tout à l'heure. Autre exemple de retouchoir orné, avec ici, vous voyez un cheval de face, et puis là on a fait le collègue Julien Louten, c'est lui qui a pris les clichés RTI, hein, magnifiques, ces petits clichés que vous voyez là à chaque fois. Et donc il a fait avec un logiciel un filtre de couleurs. On a pu révéler aussi que certains de ces galets avaient été, on va dire, on pourrait se neutre, ils ont été au contact avec de l'ocre. Voilà, après, l'origine exacte de ce contact reste pour l'instant à préciser. Voilà, encore, bon maintenant hein, ça va devenir redondant, mais en tout cas c'est pour vous dire qu'il y en a toute une série et que finalement la plupart, si ce n'est tous, les galets gravés, en tout cas la plupart, ont aussi servi de retouchoir, donc ce qui donne un intérêt, une petite valeur supplémentaire du point de vue technique pour réintégrer ces objets ornés qui sont souvent un peu mis à l'écart ou un peu mis sur un piédestal, les réintégrer dans le système technique et dans le système économique de ces groupes. Voilà. Et puis l'occupation la plus récente de Murat, il s'agit d'un asilien récent, avec marqué notamment par ces pointes à dos, vous voyez désormais plus les pointes, en tout cas de gabarits différents, avec des morphologies plus diversifiées. Et puis là-bas des grattoirs avec une signétique spécifique et puis des stries, notamment fréquemment des résidus d'ocre associés. Les gibiers dans ce niveau sont dominés par le lapin et puis le cerf et le chevreuil. Voilà, et du point de vue des comportements graphiques de cet ensemble, eh bien là, autant on pourrait essayer de chercher des liens du point de vue
comment on peut dire, des industries lithiques ou osseuses, autant là on a clairement une rupture avec un comportement graphique qui ne vise plus du tout à faire des figurations réalistes, mais purement géométriques, avec, vous voyez, ces différents objets qui présentent des stries régulières, que ce soit ici sur les bords ou parfois, et on a également parfois sur les faces. Et du point de vue des territoires d'approvisionnement en silex, qui ne correspondent pas forcément au territoire entier, hein, ce n'est qu'une portion, c'est le territoire qu'on peut observer à partir des silex. Vous voyez ici en vert, il y a toutes les provenances de silex qui ont été importées et apportées sur le site de la Brémura pour le Magdalénien. Et puis on a clairement un resserrement géographique au niveau de cet approvisionnement avec un transport moindre des matériaux et une préférence sur les matériaux locaux. Et je terminerai avant de laisser la parole à Véronique pour la Brie Malory, juste en faisant un petit détour vers la confluence Ouiss-Alzou à la Brie Pagès, où, juste pour vous rappeler, hein, parce que c'est quelque chose qui est connu, et puis qui est la présence d'occupation de l'asilien récent, avec les fouilles de Niederlander et Lacan dans les années 20-30. Et matériel lithique qui a été réétudié par Celia Fatchung dans sa thèse en 2015, donc qui montre une production de pointe à dos, plutôt on va dire monopointe, et puis associée à une grande série de grattoirs, et puis des éléments laminaires comme des couteaux, mais cette fois-ci, vous voyez, non partouchés de la même manière. Et puis également un art mobilier avec cet art géométrique et ici coloré. Du coup, je vais juste faire, je vais garder le micro juste le temps de faire un petit historique. Parce que la Brie Malory, effectivement, comme l'a rappelé Bertrand, c'était le centenaire l'an passé de sa découverte et de ses fouilles, notamment dirigées par Niederlander et Viré. Et petite anecdote de l'histoire, c'est que Armand Viré et Niederlander, en fait, envoient leur collègue Léon Coutier, accompagné d'un certain Lamarre, pour réaliser ces fouilles. Et c'est vrai que finalement, quand on connaît a posteriori l'influence de Léon Coutier, notamment un des premiers technologues, un des premiers tailleurs expérimentateurs, l'anecdote est intéressante de savoir qu'il a fait ses armes à Malory, au fin fond de la vallée de l'Alzou. Et donc, la Brie Malory, qui se présentait donc les premières fouilles en 24-25, il y a un petit peu de matériel lithique qui est retrouvé, notamment qui est au musée d'ailleurs, enfin il est ici, hein, conservé ici, avec une série, vous voyez, de fragments de pointe. Certaines sont entières. Quand elles sont entières, on a une pointe, et puis vous voyez à la base, souvent il y a une petite retouche, une petite troncature, donc des pointes à dos tronquées. Donc ça a marqué les fouilleurs très vite. Au départ, ça a été attribué, ça a été associé à la découverte d'un crâne humain qui a été attribué d'abord au Tardenoisien par Armand Viré, puis en fait c'est assez vite Niederlander a séparé la partie dite sépulture à partir du crâne et des quelques ossements de la partie lithique pour attribuer ces éléments-là à l'asilien et on va dire en les dénommant pointes de la Brie Malory, et puis c'est devenu au fur et à mesure les fameuses pointes de Malory, donc une pièce éponyme de la Brie Malory qui est désormais, et grâce notamment aux travaux de Laurent Coulonge à la Borie del Rey en Lot-et-Garonne et à Guy Sellery au Pont-d'Ambon en Dordogne, ces pointes de Malory sont désormais attribuées aux Laboriens. Voici quelques images du travail. C'est Diego qui est dans la salle, hein, notre collègue anthropologue. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, c'est Diego qui pourra y répondre. Donc là, en tout cas, c'est une reconstitution virtuelle des restes du crâne avec, vous voyez, une modélisation par symétrie pour essayer de reconstituer au mieux les morphologies. Hein. Et donc en cours de réexamen, un des petits ossements là, ici a en fait été prélevé et daté et a donné une date de la toute fin du Mésolithique. Donc c'était une confirmation, si vous voulez, déjà d'une part de ce que Niederlander avait supposé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment deux moments, l'occupation principale à Brie Malory au Laborien et puis ce crâne mésolithique.
Et donc Diego, ils ont réalisé avec ses collègues des analyses génétiques qui permettent de montrer que cet individu, donc c'est un homme, il rentre dans la variabilité génomique des individus mésolithiques, malgré une certaine tendance vers les groupes néolithiques. Donc c'est parfaitement cohérent avec le fait que on est à la toute fin du mésolithique et que à la même période il y a un néolithique déjà bien abouti en Méditerranée. Et oui, puis une importante usure dentaire. Voilà. Et je laisse la parole à Véro pour nous présenter la partie fouille. Voilà, donc en 2017, on a repris les fouilles à l'abri Mallory et donc on les a achevées l'an passé. Vous voyez là quelques images de terrain. Une découverte d'une nouvelle séquence du paléolithique final dans ce site, parce qu'on y était allé pour chercher le laborien, en fait pour faire écho. C'est pour faire le cercle avec l'abri Peyrazé dont je vous parlais, dont Mathieu vous a parlé. On avait trouvé un petit peu de laborien, donc ça avait un peu excité Mathieu sur cette culture, et il s'est dit mais pourquoi pas retourner à l'abri Mallory, qui est l'éponyme du laborien, de la pointe de Mallory qui est caractéristique du laborien. Donc on est retourné sur ce site. Et on a effectivement retrouvé du laborien. Et en faisant un petit sondage, on a retrouvé également dessous 3 niveaux attribués à l'asilien. Et vous voyez dessous, alors je vous ai mis un peu ce graphique, là c'est parce qu'on met derrière ce graphique, il y a énormément de temps, puisque en fait ça c'est par petits carrés, par petites portions comme ça. C'est quand on tamise, on compte tous les éléments et après on fait des courbes de densité. Donc vous voyez en fait, vous retrouvez ici des courbes de densité qui correspondent au niveau contenant le laborien, donc en jaune, et dessous ici d'autres densités un peu plus fortes qui marquent les différents niveaux attribués à l'asilien. Alors c'est un site assez incroyable parce que sur 1 mètre d'épaisseur, qui représente en gros 500 ans d'occupation, on a 4 unités archéologiques. Et alors si je retourne sur ça, vous voyez ici, il y a des zones en fait où il n'y a pas de matériel. C'est pas parce qu'on a mal fouillé, c'est parce qu'il n'y avait rien. C'est vraiment des zones presque stériles. Nous on adore quand c'est fini, mais les fouilleurs ils détestent ça, parce que ça veut dire qu'ils fouillent et il n'y a rien. Alors là ils sont hyper frustrés. Néanmoins, après cette frustration initiale, ça nous permet d'avoir des super séquences stratigraphiques qui nous permettent d'avoir des ensembles plus cohérents. Donc derrière la frustration, après c'est le bonheur pour nous. Alors on a fait vous voyez les dates, donc les niveaux les plus anciens qu'on a atteints, il y a peut-être encore quelque chose dessous, ils datent de 13 000 ans par rapport à aujourd'hui, et voilà, le laborien, lui, il est daté autour de 12 500. Donc ça nous permet de documenter l'évolution des comportements techno-économiques des groupes humains dans leur environnement, sachant que le laborien est une période en fait où il y a un retour, une baisse de température de plusieurs degrés. Et ça entraîne pas mal de changements dans l'environnement, la disponibilité de certains animaux et des végétaux. Alors l'asilien, c'est un peu, c'est de l'asilien, donc vous connaissez déjà tout, c'est Mathieu vous a expliqué. On retrouve les pointes asiliennes avec les retouches abruptes. Ça me fait très bizarre de parler de lithique, d'habitude c'est Mathieu qui en parle. Et on trouve également des couteaux et des petits grattoirs. Alors en faisant, on a encore confié ces pièces lithiques à notre collègue Jérémy Jacquier, qui est tracéologue, vous l'aurez compris, et qui nous interroge en fait sur la manière dont on classe ces éléments, car certaines pointes asiliennes en fait ont été, avant d'être pointes asiliennes, des couteaux, et l'inverse.
C'est-à-dire que ce n'est pas des objets qui sont finis, c'est des objets qui ont encore une fois une biographie complexe et qui ont pu être réutilisés dans une fonction et dans une autre. Donc sans ce type d'approche, c'est très compliqué en fait d'arriver à ces résultats. On a également retrouvé à Mallory des craches de cerf perforées. Donc celle-ci, elle a été même réparée. Il y a une première perforation et une seconde, très large, qui a été faite. Alors le matériel n'est pas dans un état superbe, mais bon, quand même, c'est intéressant. On a retrouvé également plusieurs foyers. Donc vous avez ici un plan, et là, il y avait un foyer. Donc vous voyez ici une coupe. Il était recouvert de à peu près 30 kg, 30-35 kg de calcaire brûlé. Alors le fonctionnement de ce type de foyer, ça reste encore en cours. Pour nous, on n'est pas encore complètement... voilà, on est en cours de process, on va dire. Mais en enlevant ces pierres, on a été surpris. On a vraiment trouvé... ça sentait presque... Hein, non, ça sentait pas la cendre. Hein, mais c'était vraiment rempli complètement de charbon, de micro-charbon. Donc c'est assez rare de trouver des foyers comme ça, hein. C'était vraiment une grande chance. Et on en a trouvé un autre après, ici, qui lui n'était pas aménagé avec les pierres calcaires. Alors sur ces foyers, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des prélèvements de sédiments en bloc qui sont étudiés par notre collègue Luca Sitzia, pour essayer qu'ils comprennent comment fonctionnaient ces foyers, donc savoir s'il a été allumé une fois ou plusieurs fois. Enfin, c'est assez complexe. Là aussi, il est en train de processer toutes ces informations. Et notre collègue Auréa d'Henry a fait aussi des prélèvements pour étudier. Elle est anthracologue et elle étudie en fait les végétaux. Elle réussit à partir de ces petits fragments à savoir quelles espèces végétales ont été utilisées comme combustible, et elle peut aussi à partir de là savoir quelles espèces végétales étaient dans l'environnement, donc reconstituer les environnements. Et les charbons principaux qu'elle a étudiés aujourd'hui, c'est du genévrier, après il y a du prunier, c'est genévrier essentiellement. Voilà. Donc tout ça c'est en cours. Concernant les animaux, alors dans l'asilien, c'est un peu comme, c'est même la même chose qu'à Murat. On a retrouvé énormément de lapins et du cerf, un petit peu de cheval et un peu de sanglier dans les niveaux les plus récents. Ça, vous avez ici nos trois nappes de l'asilien. Et alors, dans le laborien, on a une raréfaction, voire une disparition du lapin. Et la grande faune, elle, c'est essentiellement du cerf et du cheval. Alors, la raréfaction ou disparition, on ne sait pas trop encore aujourd'hui. Il faudra faire probablement des datations directes sur ces ossements de lapin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que même si le site de Mallory, il a une archéostratigraphie assez magnifique, c'est pas impossible qu'il y ait des petites perturbations et que les quelques restes de lapins que l'on a retrouvés dans le laborien soient en fait plutôt de l'asilien. Vous voyez, une perturbation. Donc ça, c'est pareil, c'est en cours. Donc ça veut dire que le lapin était présent, il a disparu, puis bien sûr il est revenu puisqu'il y en a de nouveau. Alors dans le laborien, on a retrouvé également, et c'est toujours notre collègue Solange Rigaud qui les a étudiés, des coquillages marins biperforés qui sont très intéressants parce que c'est unique dans le laborien. Alors ils sont deux, ils sont mal conservés, mais en fait c'est quand même une information très utile. Et c'est intéressant de les mettre, de croiser la présence de ces éléments avec les matières premières lithiques qui ont servi à fabriquer donc les outils en silex. Où on a également, ici dans le laborien, on retrouve ce silex grain 2000 dont vous parlez, Mathieu, tout à l'heure, pour le magdalénien. Donc, grâce à ces éléments,
Ça nous permet effectivement d'imaginer des réseaux de circulation d'humains, de matériaux, d'échanges. Et pas uniquement de voir qu'ils ont été portés, que c'était de la parure, mais que ça permet de voir plus large que le site en fait. Alors le Laborien, on retrouve des petits grattoirs, notamment, et certains avec des petites, de l'ocre, là on le voit bien ici, qui ont servi à travailler des pots. Ils étaient probablement emmanchés, ces petits éléments. Et on retrouve la fameuse pointe de Mallory. Celle-là, ce serait presque la plus complète, voilà, parce que la plupart autrement sont cassés. Donc, qui étaient des petites pointes de chasse. Ou couteaux, quelquefois. Alors, on vous disait tout à l'heure, effectivement, 2024, c'était en haut là, c'était les 100 ans de découverte à la Bruy-Mallory, c'était la fin de nos travaux, et donc on a laissé au relais de découverte à Calès, on a laissé 3 posters que vous pouvez voir, peut-être qu'ils y sont encore, ouais. Et puis autrement, on les a mis aussi en ligne sur HAL, si ça vous intéresse. Voilà. Donc c'est assez vulgarisé, et puis ça permet comme ça de se souvenir. On a mis il y a de la chronologie, différents éléments. Et on a maintenant un nouveau projet monographique, et voilà. Il va falloir qu'on planche un petit peu. Voilà. Je crois qu'on a presque fini, non ? Tu dis un mot sur la fin? Non, mais il y avait... Voilà. Ah non. Voilà, tu dis un mot pour conclure? C'était sur la fin. Si tu veux. Mais là, c'était juste effectivement pour conclure rapidement, mais c'est aussi pour ouvrir éventuellement un débat. C'est un beau support de débat, on va dire, peut-être. C'était juste pour faire le petit récap sur à la fois souligner, en gros, si on pouvait souligner peut-être une idée, c'est que selon chaque registre qu'on étudie, les industries lithiques, l'industrie osseuse, la faune, les comportements graphiques, les autres roches, les parures, j'en passe. Si on étudie individuellement ces différents registres, on va avoir des transformations, des ruptures, des continuités, des changements forts, voire des petites variations, qui si on ne les croise pas, si on ne travaille pas en fait vraiment dans un collectif où chaque discipline a sa place, en fait on ne met pas en évidence le fait que les changements culturels, c'est pas juste on change de boîte, mais il y a un continuum évolutif dans ces changements, et que on peut avoir des fois des arythmies, c'est-à-dire peut-être certains registres comme les armes de chasse vont évoluer peut-être plus vite, plus rapidement, alors que certains concepts graphiques ou des éléments ornementaux vont persister peut-être plus longtemps, ou l'inverse, il n'y a pas de systématique non plus. C'est surtout, encore une fois, pour souligner l'intérêt de croiser les données et de travailler ensemble, et puis de réfléchir à cette idée de continuum, et non pas de simplement mettre les choses avec des noms et de fixer le temps. Voilà. On vous remercie. Oui, on voulait remercier tous les gens avec qui on a pu travailler. Et on a passé de très bonnes années dans le Lot. Et voilà, on est très contents de tous ces travaux qu'on a pu faire.